Bienvenue sur TV5 Monde. Si vous nous rejoignez maintenant, c'est l'heure de votre rendez-vous avec le nouveau numéro de Kiosque. La presse française, francophone et internationale est avec nous sur le plateau de Kiosque pour parler cette semaine d'une actualité autour du football. Carton rouge pour la FIFA. 14 inculpations, 7 arrestations, un vaste système de corruption mis au jour par la justice américaine. La planète foot tremble, mais le roi Blatter ne tombe pas. Qui donc va faire le grand ménage, semble-t-il, nécessaire. Entrez ici, grandes femmes et hommes de la nation en France. 4 figures de la résistance entrent au Panthéon. Acte symbolique, politique ou alors récupération. Alors à chacun son Panthéon. À chacun sa République ou ses Républicains. Baptême du feu pour le parti de Nicolas Sarkozy, rebaptisé en Les Républicains. Peut-on donc s'approprier le monopole des valeurs républicaines? Nous nous poserons la question dans Kiosque. Pour en parler, je vous présente nos invités du jour. Un plateau 100% masculin aujourd'hui. Tiens, peut-être parce qu'on va parler football. Je vous présente tout d'abord Pierre Maturana, rédacteur en chef au magazine SoFoot et directeur du site sofoot.com. Bonjour. Daniel Zappala, correspondant à Paris du quotidien italien Avvenire. Également avec nous ce dimanche, Akram Belkaïd, correspondant pour le quotidien d'Oran. Il est aussi l'une des plumes d'Orient 21, magazine à lire sur la toile. Et puis longtemps correspondant en Asie, puis à Bruxelles. Depuis quelques mois, il est à Paris. Et toujours pour les colonnes du quotidien suisse Le Temps, c'est Richard Verly. Et enfin, en direct avec nous depuis Bruxelles, un visage bien connu de la RTBF, c'est Michel Lecomte, chef du service des sports. Bienvenue donc à tous et merci d'être avec nous. Séisme donc, cette semaine, sur la planète football, le plus gros scandale de l'histoire du foot, la FIFA Mafia, bref, ce fut le feuilleton, que dis-je, le mélodrame de la semaine. Malgré la tempête, le capitaine reste aux commandes. Retour en quelques déclarations sur ces événements. Je vous remercie de m'avoir choisi, de m'avoir désigné pour les 4 prochaines années. Je serai le commandant de ce navire qu'on appelle la FIFA et nous allons ramener le bateau à quai. La confiance, ensemble, allez la FIFA, allons-y, merci. Je suis dépité, je suis écœuré et j'en ai marre. Enough is enough. Aujourd'hui, je viens te demander de quitter la FIFA, de démissionner de la FIFA, de partir de la FIFA. Parce que l'image est mauvaise, on ne peut plus continuer comme ça. J'ai dit que je pardonnais, mais je n'oublie pas. Surtout quand cela attaque les personnes et non les faits. J'ai été élu par 133 fédérations nationales, mais je suis le président de tous, et même de ceux qui sont contre moi. Voilà, je reste le président de tous et même de ceux qui sont contre moi. Sepp Blatter reste aux commandes à presque 80 ans pour un 5e mandat de 4 ans à la tête de la FIFA, la Fédération internationale de football. Un Sepp Blatter qui était donc au cœur du scandale cette semaine. Il reste aux commandes. Je vais poser la question tout de suite à notre ami Michel Lecomte depuis Bruxelles. Aux commandes, oui, mais pour combien de temps ? Parce qu'apparemment, du côté du FBI, on annonce de nouvelles arrestations ou inculpations pour les jours à venir. Oui, en effet, le FBI va continuer son enquête, Isabelle, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais ce qui est plus inquiétant peut-être encore pour Sepp Blatter, c'est le travail de la justice suisse qui était entamé depuis quelques semaines déjà et qui va continuer. Il semble même, d'après le Sunday Times aujourd'hui, que Sepp Blatter ainsi que 9 autres hauts responsables de la FIFA seraient interrogés dans les prochains jours, ce qui est évidemment essentiel. La justice suisse suit la justice américaine et manifestement, elle a décidé d'aller jusqu'au bout, ce qui pourrait évidemment contrarier les plans de Sepp Blatter. Mais au-delà de la personnalité de Sepp Blatter, qui a du mal à reconnaître sa responsabilité alors que c'est dans ces fédérations que ça se passe et dire « moi je ne suis pas concerné par 150 millions »
puisque c'est la somme dont on fait état de corruption avec du blanchiment d'argent, du racket dans des zones, la CONCACAF et la CONMEBOL. Je ne suis pas concerné par ça. C'est quand même très hypocrite comme message, alors qu'il y a un vice-président qui est directement concerné, un de ces vice-présidents avec lequel il entretient des liens étroits. Mais au-delà de la personnalité de Blatter, c'est, je pense, tout le système de la FIFA qui doit être mis en question. C'est un système opaque, manque de transparence absolue et en dérive de sens. On doit appeler cela comme cela. Quand on attribue la Coupe du Monde au Qatar en 2022, dans un pays où on devrait jouer sous 50 degrés, malgré toutes les évolutions techniques qui permettraient qu'on joue dans d'autres conditions, il y a plus qu'un malaise au-delà de cela et qu'il faut plusieurs mois pour dire finalement on jouera en novembre et en décembre. La dérive de sens est là, et c'est un peu « je te tiens, tu me tiens » par la barbichette. Le président Le Gratte, le président français, il a avoué qu'il avait voté pour Sepp Blatter. Il dit « oui, mais moi, j'ai quand même obtenu, il y a quelques semaines, l'organisation de la Coupe du Monde féminine en France. » En Belgique, on n'a pas voté pour, mais d'aucuns diront que c'est parce qu'on n'a pas obtenu à l'époque la Coupe du Monde et l'organisation de la Coupe du Monde avec les Pays-Bas en 2018. Il y a vraiment beaucoup de boulot, et ça dépasse la personnalité même de Joseph Blatter. Michel Lecomte, merci pour cette première analyse. Vous restez avec nous, bien sûr. Alors, la presse n'a pas été très tendre cette semaine. On va regarder tout d'abord corrupte, nous dit le Spiegel. Monsieur Blatter dégagé dans la tribune de Genève. Voilà, ça c'est assez clair. Et puis, à la une de SoFoot, c'était Sepp Blatter le parrain. Mais ça, c'était il y a quelques semaines. Vous avez été un peu prémonitoire, quelque part. C'était publié début mai. C'est une enquête qu'on a lancée en fin 2014, parce qu'on savait que Sepp Blatter allait être réélu au mois de mai, donc on avait prévu de sortir ce portrait au mois de mai 2015. Et évidemment, quand vous enquêtez sur Sepp Blatter, vous enquêtez aussi sur un système. Et c'est évidemment vraiment le mot qui revient. Le titre est provocateur, mais voilà, on a un système qui est vraiment opaque, comme l'a dit votre correspondant. Il y a très peu de contrôle, on a très peu de vues sur ce qui se passe à la FIFA. On ne sait pas où va l'argent, comment il transite, quel budget est alloué à quoi, etc. Donc voilà, on a vraiment l'impression d'un système qu'il a mis au point. Par contre, il y a une chose qui est peut-être à nuancer dans ce qu'a dit votre correspondant. On ne tient pas Sepp Blatter par la barbichette. Sepp Blatter tient les autres par la barbichette, mais personne ne tient Sepp Blatter. C'est lui vraiment le grand patron. C'est ce qui explique qu'il a été sauvé et réélu malgré cette coïncidence de scandale plus l'élection la même semaine. Il a toujours été très serein. Dès les arrestations, vous savez, il n'était pas très loin. Il n'était pas très loin de l'hôtel. Il savait très bien que personne n'allait venir le chercher chez lui en frappant à sa porte pendant son petit-déj. Ça, il n'y avait aucun problème là-dessus. C'est inimaginable, même encore aujourd'hui, même s'il doit être interrogé par la justice. Ah oui, il va se montrer hyper disponible, il va coopérer, il va parler, etc. Parce que c'est sa posture préférée, la posture de défense. Voilà, moi j'ai rien à voir avec tout ça, je vais vous aider, je vais aider la justice. C'est un peu comme au foot. C'est exactement ça. Il n'y a pas de preuve contre Sepp Blatter. C'est très compliqué d'aller chercher Sepp Blatter, il va falloir se réveiller très très tôt. Si le FBI ou les autorités suisses veulent Sepp Blatter, il faut un dossier assez solide. S'ils ont arrêté 14 personnes, c'est qu'ils avaient des preuves, on sait d'où elles viennent ces preuves. Mais pour en avoir contre Sepp Blatter, c'est une autre paire de manches. Alors justement, il y a le rôle de la Suisse, Richard Verly, sur ce rôle de la justice suisse. Alors, il y a un article sur le Slate qui dit « La Suisse lâche les ripoux du foot ». Est-ce que ça veut dire que la Suisse a lâché Sepp Blatter ? Moi, je pense que j'espère en tout cas que la justice est indépendante. Donc la justice fait son travail et les magistrats travaillent sur un dossier, comme cela vient d'être dit. Est-ce que la volonté de la justice suisse, c'est de s'en prendre à Sepp Blatter en particulier, qui, je le rappelle, est citoyen suisse? Je ne crois pas. Je crois qu'il y a des arrestations quand même à Zurich, c'est assez spectaculaire, assez rare. Il y a une enquête et qui sans doute va déboucher sur des interrogatoires, peut-être sur des arrestations. Je crois que ce qui est important pour répondre à votre question, je ne sais pas si la Suisse a l'intention de lâcher Sepp Blatter. Je ne pense pas que ce soit le cas, puisque de toute manière, encore une fois, la justice et la fédération de football, c'est autre chose. Ce qui est sûr, c'est que ça devient un embarras pour la Suisse. C'est-à-dire que Sepp Blatter, aujourd'hui, aussi puissant puisse-t-il être, la FIFA est une organisation puissante que la Suisse est évidemment ravie d'accueillir, mais avoir la FIFA aujourd'hui à Zurich, ça devient compliqué. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens dans différents milieux, pas seulement politiques d'ailleurs, milieux économiques, qui aimerait bien, peut-être, que Sepp Blatter progressivement passe la main et que la FIFA redevienne une organisation honorable, parce qu'on préfère héberger à Zurich la Fédération internationale de football que la Fédération internationale mafieuse de football.
Le mot est lâché. Akram Belkaïd, vous êtes un passionné de football. La réaction par rapport à cette affaire, un Sepp Blatter qui est aussi malgré tout soutenu par des pays africains. Il n'est pas que contesté au sein de la FIFA. Oui, mais Sepp Blatter, pendant tous les mandats précédents, a su développer un réseau de relations, une vraie clientèle, des gens à qui il a rendu beaucoup de services. Même lorsqu'il était secrétaire général de la FIFA, lorsque c'était à l'époque de la présidence de João Havelange. Il faut rappeler par exemple qu'en 86, juste avant la Coupe du Monde qui avait eu lieu au Mexique, le footballeur brésilien Socrates, qui est aujourd'hui décédé, avait qualifié à l'époque, donc en 86, la FIFA de mafia. Et la FIFA avait menacé la fédération brésilienne et avait enjoint à la fédération brésilienne faire taire Socrates. Donc déjà à l'époque, on savait ce qu'était la FIFA. Et je rappellerai aussi que lorsque Blatter arrive à la tête de la FIFA, il est l'homme du changement. Il est l'homme, on dit voilà, on est enfin débarrassé d'Havelange, qui paraissait comme la figure népotique du football international. Et Blatter présentait un peu, arrivé en disant je vais faire la place à tout le monde. Le temps où les Européens contrôlaient le football mondial est terminé puisqu'on va l'ouvrir à d'autres fédérations. On va rééquilibrer le nombre de places disponibles pour la Coupe du Monde. Donc bien entendu, aujourd'hui, beaucoup de fédérations, notamment les fédérations africaines, le soutiennent de manière immédiate. Elles l'ont fait savoir dès lors qu'on a on a appris les arrestations. Et je dirais aussi que quelque part, tout le monde, les gens qui suivent un peu ces affaires-là savaient que tôt ou tard, il y allait avoir des arrestations. Parce que ça fait un moment qu'on sait que Chuck Blazer, l'homme par qui le scandale arrive, un membre de la FIFA, voilà, c'est lui américain qui a été piégé par le fisc américain. Voilà, c'est par lui que le scandale arrive et on savait qu'il était interrogé. Et donc, je ne sais plus si c'est SoFoot ou un autre journal qui avait signalé que, par exemple, Blatter, ces derniers temps, évitait soigneusement de se rendre aux États-Unis. Ou en tout cas, avait des séjours pas très, très longs. Donc, si Blatter n'a pas démissionné, c'est parce qu'il préfère rester à la tête de la FIFA. Il contrôle les événements, il voit venir les événements, il va disposer des ressources de la FIFA. Il a accès au dossier. On le voit mal démissionner et finalement se fragiliser. Parce que s'il démissionne, là peut-être les langues vont se délier et il serait attaqué. Une réaction peut-être de Daniele de l'Italie, où le football est quasiment une religion aussi. Oui, exactement. Vu l'Italie, il y a au moins un point positif, en fait, pour l'Italien que je suis, à savoir, tout à l'heure, on entendait Michel Platini, eh bien, on a eu également la réaction de Diego Maradona. Pour une fois, après des années et des années, ces deux hommes qui représentent justement les mythes du football en Italie se sont retrouvés d'accord. Donc voilà, c'est un grand événement. Si on veut y retrouver du positif. Vis-à-vis de Sepp Blatter. Voilà, y retrouver du positif. Puisque... Une petite chose quand on parle de Blatter et de l'Afrique. Quand il arrive en 98, il promeut aussi une Coupe du Monde à l'Afrique, sa première Coupe du Monde, et il leur donne. En 2011, pour sa réélection, il bat Issa Hayatou, qui est quand même président de la fédération africaine. Tout le monde pensait qu'Hayatou allait avoir des voix, etc. Non, les Africains ont donné leur voix à Sepp Blatter. Sepp Blatter, aujourd'hui, quand il va en Afrique, on l'appelle Tonton Blatter. Parce que voilà, il est très apprécié des gens en Afrique. Il a fait beaucoup pour le développement du football en Afrique. Et il a porté un message comme ça. Il a donné une grande visibilité pour le foot en Afrique. Il y a un système aussi de répartition de cet argent recueilli par les recettes de la FIFA, où chaque fédération touche autant finalement. Ouais, c'est un peu différent. C'est-à-dire que chaque fédération représente une voix. Voilà. Donc, c'est-à-dire que la France vaut autant que Djibouti, c'est-à-dire que le Luxembourg vaut autant que le Brésil, etc. Donc ça, Sepp Blatter l'a très bien compris, plus que ses prédécesseurs. Et il s'en est servi pendant tous ses mandats pour se faire réélire et pour se faire un réseau, pour construire ses cercles d'influence, etc. Il a bien compris qu'il fallait chercher de toute façon les voies là où elles étaient. Et ça sous-entend aussi qu'il imagine peut-être que dans sa tête, il y a des pays plus facilement, qu'on peut séduire plus facilement. D'aucuns diront corruptibles, mais c'est là où on place la frontière entre le lobbying et la corruption. Donc c'est à vous de voir. Alors on sent bien qu'il y a une nouvelle guerre qui semble déclarée, en tout cas entre Michel Platini, le patron du UEFA, donc la Fédération européenne de football, et la FIFA. Je vous propose de regarder, c'était les toutes premières déclarations de Sepp Blatter après sa réélection, une interview, un entretien accordé en exclusivité pour notre confrère et ami Darius Rojma sur la RTS. On l'écoute. On m'enlèvera pas l'idée que c'est une simple coïncidence, cette attaque américaine 2 jours avant les élections à la FIFA.
et ensuite la réaction de l'UEFA ou de M. Platini. Les Américains, selon vous, avaient une volonté de vous tuer politiquement? Je ne dirais pas la volonté de me tuer moi, mais la volonté de déranger un peu le Congrès. Et aussi, il ne faut pas oublier que les États-Unis sont le sponsor numéro 1 du royaume hachémite. Donc de votre adversaire. De mon adversaire. Donc, ça a pu jouer selon vous? Non, je ne pense pas, finalement pas, mais quand même, je dois dire que c'était un mauvais moment à passer. Et les dernières 48 heures que j'ai vécues, eh ben, sur la sportivité de certaines personnes, et je dois le dire, de M. Platini, eh ben, c'est lamentable. Voilà, Michel Lecomte avec nous depuis Bruxelles. Une réaction à ces premières déclarations, on sent même à mots mesurés, ou presque pas d'ailleurs, que la vengeance de Sepp Blatter va être terrible. Oui, ce qui situe aussi le personnage, un sentiment de toute puissance l'habite, on l'a évoqué sur votre plateau là à Paris, et ce qu'il vient de déclarer à nos confrères suisses le confirme, une toute puissance qui va quand même être mise à mal, puisqu'il se confirme qu'il va bien être interrogé par la justice suisse. Et Michel Platini se sent impuissant, lui, devant la mise en place de ce système. On l'évoquait, un pays, une voix, on le disait, Djibouti, les îles Tonga, c'est la même voix que le Brésil, et il y a la limite de la corruption, on en parlait, mais il y a les programmes d'aide spéciale financière que met en place la FIFA. Il y a aussi le Goal Programme. Alors, si on va construire aux îles Tonga des terrains synthétiques et des vestiaires, des infrastructures qui permettent de développer le foot, forcément, on acquiert plus facilement, semble-t-il, la voix de ces électeurs-là aussi. Michel Platini, qui sait quand même, lui aussi, ce que veut dire les difficultés quand on octroie un événement comme un championnat d'Europe. Souvenez-vous de ce qui s'est passé en 2012 avec l'Ukraine et la Pologne, quand Michel Platini, qui était là depuis 3 mois, a sorti le nom de l'heureux vainqueur de cette soumission. Il était très surpris de voir que le championnat d'Europe, plutôt qu'en Italie, allait aller en Pologne et en Ukraine. Les rapports avaient été tous négatifs sur l'Ukraine et la Pologne, ils étaient tous positifs sur l'Italie. Il y a des questions qui se posent dans l'ensemble du football. Ce n'est pas seulement à la FIFA, c'est aussi à l'UEFA, dans l'attribution des Coupes du Monde, puisqu'il est question beaucoup de cela, non seulement pour la Russie et le Qatar, mais aussi pour l'Afrique du Sud. Et on a même évoqué celle de la Coupe du Monde en France. Il y a eu aussi beaucoup d'articles dans la presse qui évoquent, notamment la presse anglo-saxonne, sur une possibilité que l'UEFA pourrait boycotter une Coupe du Monde. Est-ce que c'est une menace en l'air ou est-ce que ça peut... Je pose la question à vous, Michel, ou peut-être Pierre qui veut répondre. Ça ressemble à une menace en l'air. En tout cas, c'est un coup de pression mis par la UEFA, évidemment, parce qu'ils ont réussi, l'air de rien, un petit coup, c'est-à-dire de se réunir contre Sepp Blatter à l'occasion du vote. Pas tous, on l'a vu, mais ils ont quand même réussi à donner un petit contretemps à l'élection de Sepp Blatter. C'est une mini-victoire. En tout cas, c'est une façon pour Platini de ne pas perdre la face, ce qui aurait été terrible en cas de passage au premier tour pour Platini. Pour l'UEFA, il y a quand même des intérêts communs avec la FIFA, et ils n'ont pas du tout intérêt à ce que demain tout éclate et que les pays européens ne soient plus... En fait, s'il n'y a plus d'UEFA, pour être très clair, il n'y a plus de Coupe du Monde. Voilà, c'est un peu ce qui se passerait, et personne ne peut s'en passer. Les sponsors vont pas être contents, les supporters vont pas être contents, les joueurs non plus. Mais ça signifierait en gros la fin des sélections nationales. Alors, il y a beaucoup d'argent, on le voit, FIFA, fric et foot. On a tenté de résumer ça en 3 mots. Beaucoup d'argent, qui vient des sponsors notamment. On va regarder sur ces images, sur les réseaux sociaux, pas mal de réactions, et notamment ces logos de sponsors qui ont été détournés par rapport à cette Coupe du Monde qui aura lieu en 2022 au Qatar. Ces sponsors, si certains pourraient se désengager, certains l'ont déjà fait. Oui, alors il y a quelques menaces et il y a des petits faits à droite à gauche, mais il faut savoir que par exemple, la FIFA, quand Sepp Blatter arrive en 75, il vient... ses sponsors, ils sont là depuis l'origine de la FIFA, quasiment depuis les années 70. Quand Blatter arrive, c'est pour coordonner les projets marketing avec Coca-Cola et Adidas. Donc vous voyez qu'ils sont quand même là depuis très très longtemps, ces sponsors. Et évidemment, la Coupe du Monde, ou des événements comme la Copa Libertadores ou la Copa América, etc., la Gold Cup, sont des événements hyper importants pour eux. On les voit mal demain boycotter une compétition internationale de la FIFA.
Il y a quand même des marchés énormes derrière, ça représente des consommateurs, un nombre de consommateurs extraordinaire sur un mois. C'est une visibilité sans précédent, hors du commun. Donc évidemment, ils vont trouver des arrangements. Là, c'est surtout une question d'image, puisque vous savez tous, au Qatar, c'est pas non plus les droits de l'homme qui brillent. Donc c'est pas facile pour ces sponsors de se justifier et de supporter ce mondial. Réaction Akram autour de cette Coupe du Monde au Qatar aussi. Et la Russie aussi. Et la Russie, qui font... Là, du coup, l'affaire prend des dimensions géopolitiques. Alors la FIFA, ça a toujours été de la géopolitique aussi, parce qu'on a vu des régimes pas toujours très honorables récupérer la Coupe du Monde. Je pense notamment à l'Argentine en 1978. Donc là, effectivement, je pense que le dossier sur la Coupe du Monde du Qatar va devenir de plus en plus central. C'est-à-dire que c'est d'abord ce qui alimente l'intérêt médiatique. Il y a une focalisation sur le Qatar qui n'est pas toujours innocente, mais qui est intéressante à suivre et qui, sur ce dossier FIFA, va concerner tout le monde parce que, effectivement, Platini, sur l'organisation de la Coupe du Monde au Qatar, a eu quelques critiques, puisque visiblement, lui aussi a été un des partisans de l'organisation de cette Coupe du Monde. Donc la Blatter, qui lui s'est d'ailleurs toujours tenu en retrait par rapport à ce dossier-là, aura peut-être des choses à dire. Donc, on va suivre ça de près. Et sur le Qatar, ce qui va être intéressant de voir, c'est si, dans cette volonté de montrer que les choses vont changer, est-ce que finalement, l'ajustement ne va pas se faire par rapport à cette Coupe du Monde ? Il va falloir donner quelque chose. Et est-ce qu'on ne va pas revoter, sachant qu'on est encore loin de cette échéance, mais que les dirigeants du Qatar sont déjà engagés dans les chantiers. Je vais poser la question à Michel Lecomte depuis Bruxelles. Ces Coupes du Monde pourraient être menacées, Michel, d'après vous ? Il y a des contrats économiques qui sont mis en place. La construction des stades est largement entamée. C'est un chantier très, très vaste. Mais il y a aussi un élément important qu'on n'a pas encore évoqué, qui est la publication du rapport Garcia. Vous savez, le procureur américain qui avait travaillé sur base d'une demande de la commission d'éthique de la FIFA, qui a travaillé sur ce rapport, qui a dit à un moment qu'il avait espéré que les choses allaient changer, que la culture à l'intérieur de la FIFA allait changer, puis qu'il s'est rendu compte que c'était impossible quand il a vu les conclusions proposées par la FIFA, qui était assez éloigné de son rapport lui-même, un rapport que la FIFA a dit qu'elle publierait sur l'attribution de ces Coupes du Monde au Qatar et à la Russie. Platini insiste pour qu'elle soit publiée aussi, que l'entièreté du rapport soit publiée. On attend toujours, ça n'est pas encore fait. Ça, c'est aussi un élément déterminant dans les prochaines semaines, en sachant que du côté belge, il y a une certitude, les Belges n'ont offert que des cravates et des chocolats pour l'organisation et sont passés très très loin visiblement, dans le ce n'est vote, pas suffisant. Isabelle. Merci Michel Lecomte. Un dernier mot peut-être, parce qu'on parle beaucoup d'argent, de gros sous, de mafia, de malversation. Finalement, on ne parle pas beaucoup de football quand on parle de la FIFA. Est-ce que peut-être, Pierre, on en oublie quand même que c'est un sport rassembleur Deux choses. La première, c'est qu'à titre personnel, je trouve quand même qu'il y a des questions autour de Platini. Enfin, moi, je ne peux pas m'empêcher d'en poser. Platini était à un moment donné décidé à aller contre Blatter. On pensait qu'il allait se présenter contre Blatter. Il aurait pu être le recours. Finalement, il a renoncé. Et maintenant, il se dit écœuré. Alors, je n'ai pas d'informations particulières, mais il se trouve que Platini est une figure énorme du football et de ce qu'elle représente. Le pire serait d'apprendre qu'il savait des choses, qu'il ne les a pas dites et qu'il a accepté de couvrir. Sans doute n'est-ce pas le cas, mais on ne peut pas quand même s'empêcher de se poser la question. Et la manière dont Blatter répond et le tacle d'une manière absolument farouche, peut-être que Blatter, lui, et justement, il sait des choses. Deuxième élément, l'argent des sponsors et globalement l'argent du football, il faut quand même en parler. Le déluge d'argent que moi j'ai vu, par exemple, arriver dans un continent qui était plutôt hors de la planète football ces dernières décennies, qui était l'Asie, dans des pays comme la Thaïlande, l'Indonésie, où l'argent s'est mis à pleuvoir, littéralement. Et là, je ne parle pas de l'argent de la FIFA, je parle de l'argent des sponsors. Donc, quand même, comment on fait pour réguler un tel flot d'argent? Et donc, le système FIFA, il est bien évidemment en procès, mais est-ce que c'est le système football qui n'est pas aussi en procès? Juste un chiffre quand on parle de l'organisation des Coupes du Monde, etc., du besoin des sponsors. Il faut savoir que la fortune de la FIFA leur permettrait d'organiser 2 Coupes du Monde sur leur fonds propres. Ouais. C'est ce qui laisse quand même augurer de la puissance de cet organisme. Et deuxième chose, pourquoi la Coupe du Monde aura lieu au Qatar? Il n'y a qu'un seul organisme qui peut empêcher la Coupe du Monde au Qatar, c'est la FIFA. Personne ne peut empêcher la FIFA d'organiser sa Coupe du Monde. Donc, à suivre donc. Exactement. Bon, et pour le football, le prochain rendez-vous, c'est quoi? C'est la finale?
c'est la finale de samedi, Oui. Barcelone-Juventus. Et Voilà. il y aura peut-être les deux bonhommes, Platini et Blatter, dans les tribunes. Peut-être. Alors, est-ce qu'ils seront côte à côte ou pas? Généralement, ils sont dans les mêmes loges, en tout cas. Donc, Ça risque d'être je tendu. suis pas sûr qu'ils vont chiner, mais... Il y aura la réunion de l'UEFA à ce moment-là aussi. Exactement. Voilà pour ce dossier football où finalement, on l'a vu, on n'a pas beaucoup parlé football. Merci Michel Lecomte d'avoir été avec nous en direct depuis Bruxelles pour nous éclairer sur les coulisses apparues au grand jour cette semaine autour de la FIFA et de ce dossier à suivre donc. Autre actualité cette semaine. On revient en France avec, c'était une page d'histoire et surtout un hommage à la résistance. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? C'est nous qui brisons les barreaux des prisons, nos frères. Oui, partisans, ouvriers et paysans, c'est la Voilà, le chant des partisans chanté par un chœur de collégiens sous les colonnes du Panthéon, c'était donc mercredi dernier, place des grands hommes, assez mal nommé ce jour-là, puisque 2 femmes figuraient parmi les 4 personnalités qui ont rejoint le Panthéon, Germaine Tillion, Geneviève de Gaulle-Antonios, Pierre Brossolette et donc Jean Zay. Une cérémonie marquée évidemment par un long discours du président français François Hollande, un discours que certains ont trouvé plus politique qu'historique. Voici un court extrait. Haine du franc-maçon, du libre-penseur, haine du Front populaire, haine de la Ligue des droits de l'homme, haine de la démocratie. 70 ans après, ces haines reviennent, avec d'autres figures, dans d'autres circonstances, mais toujours avec les mêmes mots et les mêmes intentions. Elles frappent des innocents, des journalistes, des juifs, des policiers. Et c'est pour conjurer cette résurgence funeste que les Français, le 11 janvier, se sont levés. Parce qu'ils n'ont jamais peur de défendre la liberté. Tous n'étaient pas là, ce jour-là. Mais la marche était pour tous, pour la liberté. Allusion bien sûr à la grande marche du 11 janvier en France, la marche de l'après-Charlie, un discours qui a suscité pas mal, beaucoup même de commentaires dans la presse, vous l'imaginez bien. Entre ici, avait clamé André Malraux, prenez place, a conclu François Hollande. Regardez cet article signé Daniel Schneiderman sur Rue 89, Panthéon, Malraux 1, Hollande 0. Voilà, un score de football, on pourrait dire. Est-ce qu'on pouvait demander à François Hollande de faire du Malraux? Richard Verly, vous étiez sur place. Dans votre article, vous dites qu'il a fallu attendre un peu la fin du discours pour y trouver un peu de lyrisme. En tout cas, vous parlez d'un Hollande mémorialiste pédagogue. Oui, alors j'y étais effectivement, c'était émouvant. Il n'y a aucun doute. Moi, l'impression que j'ai eue, c'est que la cérémonie avait été conçue essentiellement pour des images. Elle avait été conçue pour la télé, et d'ailleurs les images que vous avez montrées sont extrêmement solennelles. Il se trouve que cette fois, le soleil brillait, le ciel de Paris était bleu, donc toute la posture présidentielle était faite pour les caméras. Le discours lui-même, c'était un bon discours. Le contenu, quand on l'a sous les yeux, est un bon contenu. Je pense que ça ne restera pas dans les annales comme l'a pu être le discours de Malraux, précisément parce que contrairement à Malraux, ce discours-là est un discours politique d'actualité, et c'est pour ça que j'ai intitulé mon article mémorialiste pédagogue. La pédagogie, c'est de dire l'impact que ce message a aujourd'hui, mais aussi quand même de politiser l'impact et le souvenir de ces résistants, puisque quand même, vous avez vu donc la haine du Front populaire, etc., c'est-à-dire en gros la haine de la gauche et la haine de ce qu'elle représentait. Donc je crois que sous cet aspect-là, et je l'ai écrit, on ne peut pas quand même s'empêcher de penser que François Hollande a fait un coup qui rentre dans une stratégie présidentielle, puisque ces images resteront et elles pourront servir en cas de campagne. Alors, regardez le titre vu sur le Huffington Post. Entre ici, 2007. Ça traduit un petit peu ce 2017, que... 2017, oui. Là, 2017, oui, non, ce sera... C'était pour y avoir été, c'était un peu l'impression qu'on avait.
Alors, qui veut réagir à ce discours? Daniele? On a écouté en fait une véritable leçon d'histoire avec ces comparaisons qui, bien sûr, déplairont à certains. Et il faut aussi rappeler que ce n'est pas possible dans tous les pays. Par exemple, en Italie, ces deux leviers, les leviers des chefs de l'État et chefs de l'exécutif, sont bien distingués, deux personnes différentes. Donc c'est vrai que c'est en France aussi, a priori. Mais en termes, je vais dire, de vraiment capacité d'incarner la nation, en Italie, c'est en fait les présidents de la République, alors que les gouvernements, c'est en fait le Premier ministre, voilà, fait la politique. Donc c'est de l'ambiguïté, mais en même temps, on ne peut pas non plus reprocher à Hollande d'avoir trop instrumentalisé, car s'il n'avait pas panthéonisé en fait des grandes figures, certainement ses amis l'auraient attaqué. Ils auraient dit en fait pourquoi ne pas utiliser ces leviers alors que la France a les morales dans les chaussettes. Donc c'est vrai que c'est toute l'ambiguïté et bien évidemment un président doit toujours sous-peser. Ce n'est pas du tout un exercice facile. Alors, dans l'humanité, on voit la résistance, le Panthéon, qui a besoin de toutes ces couleurs. Est-ce qu'il n'y a pas quelques oubliés dans cette histoire? Akram, évidemment, vous êtes algérien, on pense aux résistants, les coloniaux, comme on l'appelait. Difficile d'imaginer ces gens-là entrer au Panthéon? Non, mais avant même de parler des coloniaux, comme vous dites, ou des gens qui se sont battus pour la France et qui sont venus d'Afrique du Nord, je pense que si on parle de la résistance, visiblement, l'une des polémiques concerne les communistes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de figure dans cette... C'est bien pour ça que c'est à double sens aussi, voilà. Ce titre à la une de l'Humanité. Voilà, c'est-à-dire que communiste. déjà, François Hollande s'est illustré par une comparaison des plus hasardeuses en comparant le Parti communiste à l'extrême droite il y a quelques semaines dans une de ses interventions. Et là, effectivement, on rend hommage à la résistance et parmi les 4 personnalités, il n'y a pas de figure qui pourrait représenter ce qu'a été aussi le communisme de l'époque et ce qui aurait finalement donné aussi une idée de ce qu'a été la France de la résistance, c'est-à-dire une résistance qui, in fine, s'est unifiée, quels que soient les univers politiques, et avec un rôle majeur joué par les communistes. Il n'y a pas de honte à dire ça, quoi qu'on pense du Parti communiste et du communisme. Et là, pour le coup, on a l'impression peut-être d'une espèce de règlement de compte a posteriori, d'un oubli assez fâcheux. L'autre point, c'est toujours très dangereux. Alors c'est très bien de rendre hommage, c'est très bien de rappeler le passé, mais c'est toujours très dangereux de faire à mon sens, on prend le risque de l'anachronisme. En essayant, j'ai eu l'impression avec ce discours-là que quelque part François Hollande voulait absolument répondre à son tour à Emmanuel Todd en allant chercher la manifestation du 11 janvier, en la ramenant par rapport pour rappeler Emmanuel Todd, intellectuel, qui voilà, on n'était pas tous Charlie, pour résumer son livre. Qui a un livre polémique sur les dessins et les motivations de ceux qui ont marché le 11 janvier. Je pense que quand on est un chef de l'État, il faut s'élever un peu plus. Et effectivement, moi, ce qui me gêne, c'est qu'il y a une grande part de démarche électoraliste dans cette manifestation. C'est quelque part dommage parce que s'il y a bien une chose qu'on peut continuer à sacraliser dans ce pays, c'est tout de même l'esprit de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Un mot tout de même. 2 femmes. Ah, c'est important, oui. Malgré tout, il était temps. Et une, Germaine Tillion, qui a beaucoup de liens avec l'Algérie, grande résistante. D'abord, c'est une grande résistante. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans les Aurès en Algérie, qui connaissait bien la société, qui a alerté sur ce qu'était l'Algérie d'avant la guerre d'Algérie, c'est-à-dire que c'est une de ces figures qui ont vu venir la guerre d'Algérie, qui ensuite a joué un rôle, qui a essayé d'œuvrer pour le camp de la paix, ce qu'on appelait à l'époque l'appel à la trêve civile, qui a eu des contacts avec les maquisards du FLN, donc effectivement c'est une bonne chose. Mais encore une fois, moi j'ai beaucoup aimé le fait qu'on ait la présence de Germaine Tillion et Geneviève de Gaulle a fait que les gens se sont intéressés au rôle des femmes dans la résistance et on se rend compte que le rôle des femmes dans la résistance a été bien plus important que ce que ne laissent penser tous les ouvrages, ou en tout cas les films de grand public qu'on a vus ces 20 ou 30 dernières années. Alors j'aurais aussi une autre question. Est-ce que la résistance, aujourd'hui, c'est une valeur qui parle à la jeunesse ? Est-ce qu'on n'a pas aussi besoin d'aller chercher des personnalités à faire entrer au Panthéon qui viendraient d'ailleurs ? Regardez cet article de Libération qui a fait une sorte de portrait robot du
panthéonisable, désolé pour ce néologisme, mais c'est celui qui est utilisé désormais, qui aussi a fait un portrait robot, donc autour de ces personnalités qui pourraient entrer au Panthéon. Alors, il pourrait y avoir plusieurs personnalités. Alors, au-delà de Simone Veil ou de Stéphane Hessel, pourquoi pas des personnalités plus modernes. Irène Frachon, celle qui a révélé le scandale du Mediator en France, ou encore Edward Snowden, bon, il n'est pas français, ou encore Cabu. Peut-être, Pierre Maturana, une réaction par rapport à ce Panthéon, ça veut dire quelque chose encore aujourd'hui? Oui, bien sûr, je pense, notamment dans les discours qu'on a entendus, c'est vrai qu'il y a sans doute une démarche un peu électoraliste, mais qui en fait s'inscrit, on a l'impression, dans une démarche de plusieurs mois, qui est un peu de se montrer un peu professoral avec la jeunesse. On sent que toutes les interventions de François Hollande, même à la télé, comme parlait Akram tout à l'heure sur Canal, c'était vraiment pour la jeunesse, quoi. Il se montre toujours très proche des jeunes, il va les voir, etc. Donc oui, il y aurait peut-être un moment où on pourrait envisager des gens un peu plus modernes. J'imagine que si on était au Brésil, on ferait rentrer des gens comme Socrates, par exemple, pour rester dans le foot, ou des gens de la culture, de la musique, etc. C'est vrai qu'il y aurait des choses peut-être à aller chercher dans ce sens-là, mais là, je crois qu'on est vraiment encore dans une période où on peut encore expliquer aux jeunes de 10 à 25 ans qu'il y a 70 ans, il y avait des gens hyper importants qu'on n'a pas forcément étudiés à l'école et au lycée. C'est-à-dire que Pierre Brossolette, vous ne l'étudiez pas quand vous êtes à l'école, et même Jean Zay. Et peut-être que c'est une façon aussi de leur rappeler, de leur faire un petit surplus de culture générale aussi. Alors on l'a vu, la République ressourcée au Panthéon, nous disait un autre article. On va le voir, la République, décidément c'est un thème assez à la mode ces temps-ci. La République ressourcée, c'est le thème républicain du moment et que chacun voudrait donc s'approprier. République. Républicain. Démocratie. Justice. Liberté. Laïcité. Travail. Responsabilité. Diversité. Autorité. Ordre. Effort. République. Républicain. Idéal républicain, c'est l'identité de la France. Voilà, donc c'était un extrait du clip de promotion de ce nouveau parti. Nouveau, on en reparlera peut-être dans un instant, peut-être pas tout à fait. C'est le parti Les Républicains. L'UMP n'est plus. Depuis hier, c'est donc officiel. Un baptême en grande pompe lors d'un rassemblement à Paris avec près de 10 000 militants, des ténors du parti, enfin surtout du chef du parti, Nicolas Sarkozy. Et alors autour de ce terme de républicain, évidemment, beaucoup d'encre a coulé dans la presse. Regardez cette une de Marianne qui parle de hold-up sur la République. Alors, il accapare ce nom pour son parti alors que lui-même défie les lois de la République. Sarkozy, agité par une violente fièvre républicaine. C'est la polémique qui a entouré ce baptême, ce nouveau nom autour de l'UMP. Je sais, Richard Verly, vous étiez à ce meeting hier. Dites-nous si on était au-delà de la polémique. La stratégie est claire, c'est effectivement de tout faire pour identifier l'ex-UMP, donc le grand parti de droite française, hérité du gaullisme, à la République. Ça c'est clair, là, c'est une stratégie résolument électorale. Donc tout faire pour dire le message, si vous aimez la République, vous devez aimer l'UMP, ou le nouveau parti. Alors tout vous était dites c'est plutôt moi qu'il faut aimer. Hein. Alors oui, par ailleurs, l'autre grande tonalité hier, c'était évidemment le grand show de Nicolas Sarkozy, qui a parlé 40 minutes quand tous les autres intervenants, y compris ses rivaux immédiats, Alain Juppé et François Fillon, ont dû se contenter d'une dizaine de minutes, quinzaine de minutes environ. Et qui a fait par la foule. Hein, voilà, et qui a fait un grand discours sur la République, la nation, les valeurs. Moi, la chose qui m'a frappé, c'est que le discours, il l'a déjà fait plusieurs fois. Il l'avait fait en 2007, ça s'appelait Une République exemplaire. Il l'a resservi en 2012, matinée d'un certain nombre de thématiques plus à droite, on sait pourquoi à l'époque. Et il l'a refait encore il n'y a pas longtemps, lorsqu'il était candidat, à la présidence de l'UMP, c'était Porte de Versailles à Paris. Moi, j'ai envie de dire, ça suffit. Le discours sur la République, on le connaît. Parlez-nous d'autre chose que Nicolas Sarkozy, avec toute l'expérience qu'il a, il a quand même présidé la France, qu'il vienne avec des propositions pour sortir le pays des difficultés dans lesquelles il se trouve. Mais refaire le coup de la République, Henri Guénaud fait ça très bien. D'ailleurs, c'est Henri Guénaud qui écrit ses discours. Henri Guénaud a fait un discours hier à la Convention. Il le fait très bien. Laissons ça, Henri Guénaud. Nicolas Sarkozy,
on a envie de l'entendre sur d'autres terrains. Alors, Daniel, il faut aussi rappeler qu'en fait, cette nouvelle définition intègre une autre définition, un concept, l'UMPS, qui avait été, en fait, on le sait, l'un des slogans de l'extrême droite et même d'autres, d'ailleurs, partis politiques. Donc, c'est vrai qu'il y a bien évidemment une tactique électorale et en même temps, bien sûr, il faut tourner les dos à tous les scandales qu'on a vus ces derniers mois, ces dernières années. Donc, voilà, c'était en fait un élan nécessaire, mais bien évidemment, c'est un mot, on le sait en France, hautement problématique, car la République, ce n'est pas seulement les systèmes, c'est les valeurs. Et donc, je crois que cette histoire n'est pas encore terminée. Et ces valeurs appartiennent à tout le monde, en tout cas. Voilà. C'est ce que disaient ceux qui se sont opposés à ce que ce parti UMP, pas ce parti UMP se rebaptise en les Républicains. Il y a eu beaucoup, même une action en justice. Et voici comment réagissait un peu plus tôt dans la semaine Nicolas Sarkozy à ceux qui ont voulu l'attaquer. Ce que je n'avais pas prévu, c'est que moi, je voulais choisir lui-même le nom de notre formation politique. Les gens qui ne sont pas courageux, les gens qui n'ont pas de conviction, les gens qui n'ont pas de colonne vertébrale, ils essayent de gagner sur le tapis vert. Ils essayent d'aller devant les tribunaux pour obtenir devant les tribunaux ce qu'ils ne peuvent plus obtenir devant le peuple de France. Voilà ce qui s'est passé avec le Parti socialiste. Voilà, donc pour l'instant, la décision de justice est en suspens. Enfin, et pour l'instant, Nicolas Sarkozy a eu le droit donc, de rebaptiser ce parti. Qui veut réagir à ces quelques paroles? Le moi-je, il faut traduire, hein, c'est le moi président de François Hollande. Hein, oui, on a l'impression que c'est un épisode que Nicolas Sarkozy n'a absolument pas digéré, parce que ça c'est revenu. Non, mais au-delà de tout ça, on a l'impression que c'est un peu la France d'aujourd'hui, c'est-à-dire que je suis vraiment d'accord avec vous. La République n'est pas menacée. Il faut arrêter de faire peur aux gens en faisant croire que le combat aujourd'hui, c'est lié aussi au discours de Hollande. Là, les nazis ne sont pas aux portes de Paris. Il n'y a pas de menace, bien sûr. Le monde va mal. On a un Proche-Orient qui est en ébullition, etc. Mais les vrais défis sont tout autres. On est dans un pays où je ne sais pas combien, où on a un taux de chômage de 10%, où on a du mal à penser à un vrai projet. C'est-à-dire, on fait quoi demain, dans 10 ans, dans 20 ans? L'Europe, et on en revient à des notions qui finalement, à force d'être martelées, vont finir par être vidées de leur sens et à générer une espèce de banalisation par rapport à des concepts fondamentaux. Les Républicains, tout le monde, enfin a priori, à part une partie de la classe politique, mais tout le monde est républicain. Je veux dire, l'attachement à la République dans ce pays, il n'est pas à droite, il n'est pas le monopole de la droite et il n'est pas le monopole de la gauche. Dès lors cette République, les gens se sont battus pour elle, et on a l'impression aujourd'hui que finalement on est revenu au temps des ligues ou des gens qui voulaient tuer la gueuse et qui voulaient restaurer, peut-être qu'on va faire appel à la monarchie. Non, enfin c'est totalement décalé par rapport aux enjeux de la France d'aujourd'hui. Pierre Matourana, vous êtes d'accord avec le discours est trop décalé? Ouais, moi ce qui m'embarrasse un peu à hauteur de citoyen, je ne suis pas un observateur politique, c'est plutôt le côté, ça fait des semaines qu'on parle de ça, quoi. On parle d'un changement de nom pendant des semaines, ils se battent dessus en disant ouais mais en fait c'est pas si grave que ça, machin, mais en fait ils en parlent quand même. Et du coup, j'ai entendu personne de la classe politique parler de 35 heures à l'hôpital ou des choses comme ça. Donc c'est ça qui est toujours un peu dérangeant et qui provoque le décalage, comme le disait Akram. Alors, on va regarder un autre élément, puisque pendant ce meeting, il y a eu une invitée surprise, en tout cas par vidéo interposée. On regarde ça. Zu Ihrem Parteitag übersende ich Ihnen persönlich und im Namen der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands die besten Grüße und wünsche Ihnen eine erfolgreiche Veranstaltung. Sie wollen heute zahlreiche Neuerungen für Ihre Partei beschließen. Darunter sind Regeln, die Ihre innerparteiliche Demokratie stärken und durch Dezentralisierung noch schlagkräftiger machen sollen. Auch wir in der CDU durchlaufen gerade einen Prozess, mit dem wir insbesondere die Mitwirkungsmöglichkeiten unserer Mitglieder weiter verbessern wollen. Ich wünsche Ihnen viel Kraft für Ihren begonnenen Reformprozess und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit unserer beiden Parteien.
Voilà, Angela, applaudie par les militants du parti Les Républicains. Richard Verly, vous qui avez été longtemps à Bruxelles, la question européenne avec Angela qui vient soutenir Nicolas. Pour suivre ce qu'on vient de dire, ce qui est quand même, je trouve, assez affligeant ou en tout cas préoccupant, c'est qu'on est en campagne présidentielle. On est déjà en campagne présidentielle parce que le Panthéon, on n'était pas loin de la campagne présidentielle et les Républicains, on est en plein dedans. Et on est en plein dedans, y compris dans les questions de personnes au sein même de la droite, puisqu'il s'agit pour Nicolas Sarkozy de faire barrage à Alain Juppé ou à François Fillon, puisque pour l'instant, ce sont avec Bruno Le Maire les principaux adversaires. Est-ce que franchement, la France a besoin maintenant déjà d'une campagne présidentielle qui va monopoliser l'espace politique et médiatique? J'ai eu la chance cette semaine d'interviewer l'ancien chancelier Schröder, donc le prédécesseur de Madame Merkel, qui était à Paris, et quand je lui ai dit ça, il a éclaté de rire. Mais vraiment, il a rigolé en disant, effectivement, il y aurait d'autres priorités. Donc je crois que là, c'est quand même un peu inquiétant. Alors l'Europe sera-t-elle dans le centre des débats? Elle peut s'en inquiéter. On célèbre les 10 ans du non au référendum européen. Alors effectivement, il y a cet aspect-là, mais l'Europe peut s'en inquiéter parce qu'on sait, et c'est vrai pour tous les pays, pas spécialement pour la France, qu'à partir du moment où vous êtes dans une campagne présidentielle, vous êtes dans une autre logique. Vous n'êtes plus dans une logique de éventuellement respecter vos engagements ou de travailler en priorité avec votre partenaire. Vous êtes dans une logique de victoire et de combat. Donc je pense que l'Europe n'a pas tellement de raison de se réjouir, de voir la France entrer déjà en campagne présidentielle. On va regarder cette une, c'était la une de Match, c'était justement à l'occasion de la campagne pour le référendum européen. Et là, qui voit-on côte à côte, tout sourire, François Hollande et Nicolas Sarkozy, qui donc militaient pour le oui au référendum européen. Ça paraît assez loin, cette image aujourd'hui. Qui veut réagir? Oui, mais je suis en fait d'accord pour rebondir. On a eu en fait un avant-goût véritable des campagnes électorales avec beaucoup de violence. Donc c'est vrai que cette image ne rend pas trop les climats quand même de ces dernières heures. Il y a eu des attaques très claires vis-à-vis en fait du Parti socialiste, mais aussi en fait Alain Juppé qui a été sifflé par les militants de l'UMP. Donc vous voyez, c'est en fait une violence à la fois à l'extérieur et à l'intérieur. Donc voilà, ces mots républicains qui a priori devraient être un mot rassembleur, la République, les valeurs, etc. Là, on voit qu'on va vraiment à l'opposé de l'apaisement et donc je suis complètement d'accord. On voit là, finalement, l'espace politique monopolisé par déjà des questions, des enjeux, des positionnements, alors qu'il y a des problèmes de tous les jours, la fraternité dans ces pays qui s'écroule. On voit en fait vraiment les enseignants dans les écoles qui doivent se battre tous les jours pour essayer de transmettre ces valeurs républicaines, mais voilà, on voit qu'il y a toujours ces fossés entre les pays réels et ensuite une classe politique qui finalement vit un peu en cercle fermé en quelque sorte. Alors, je vous parlais des opposants à cette rebaptême du parti. Ça a donné pas mal de... ça a chauffé sur la twittosphère, si je puis dire, avec ce mouvement lancé par un mouvement de gauche pour la 6e République, dont fait partie Jean-Luc Mélenchon, avec une manifestation en ligne qui était organisée à midi, vendredi. Derrière le mot dièse, je suis républicain. Alors, on a pu retrouver toutes sortes de petites phrases assez bien choisies, référence à une autre polémique cette semaine. Je fais le Havre-Paris en jet privé et je suis républicain, le voici. Autre hashtag ou mot dièse, je suis Zadig et Voltaire, je suis républicain. On se souvient, c'était l'ancien porte-parole du gouvernement, Frédéric Lefebvre, qui avait parlé de son roman préféré, signé Voltaire, mais qu'il avait rebaptisé Zadig et Voltaire. Bon, bref. Voilà, il y a aussi sur les réseaux, je suis républicain, qui circule, ou encore on a volé mon nom NOM, on a volé mon nom NON, référence aussi donc à ce vote pour ou contre la Constitution européenne. C'était il y a 10 ans. Une réaction peut-être avec cette polémique sur ce jet privé entre Le Havre et Paris. Oui, et ça donne... Ça, c'est Nicolas Sarkozy. Oui, oui, après le yacht, le jet privé, non, mais... je suis assez inquiet. C'est très malin de... Non, je suis assez inquiet pour les mois qui viennent par rapport au climat dans lequel on va vivre, dans le climat politique, parce qu'effectivement, on rentre en campagne électorale où, a priori, sauf grande surprise, on risque d'avoir les deux compétiteurs de 2012.
Et il y a visiblement beaucoup de rancœur de part et d'autre. En tout cas, ça risque d'être une campagne qui va être très difficile et je crains que cette campagne soit tout sauf sereine, dans un contexte où la France a besoin de sérénité et a besoin que les choses se calment un peu. Et j'ai peur qu'on se retrouve dans des ambiances un peu trop passionnées et passionnelles qui ne vont pas du tout aider à la sérénité générale. Pierre, je suis sûr que vous êtes un tweetos aguerri. Vous avez suivi un petit peu cette bataille autour du mot dièse « Je suis républicain ». Ça, il fallait s'y attendre. Maintenant, les moyens de communication sont vraiment hyper compliqués à gérer pour les partis politiques. La campagne se fera aussi sur les réseaux. Vous parlez de l'anecdote du jet privé. J'ai eu l'occasion d'entendre en off, en coulisses, des dirigeants, des membres de l'UMP en parler un petit peu. Ils sont vraiment pas sereins avec cette affaire. Et c'est marrant parce que j'ai entendu dire c'est un désastre, etc. Puis en même temps, ils se disaient, puis quand même 3 200 €, c'est pas énorme. J'ai envie de leur dire, mais attends, c'est vraiment énorme quoi, pour les gens qui vous entendent. 3 200 €, c'est énorme. C'est pas juste c'est pas une petite somme quoi. Donc voilà, c'est vraiment un décalage. Nicolas Sarkozy serait le candidat pour l'Italie, pour les Italiens? Bon, en Italie, il est très populaire pour des raisons plus personnelles, mais pour revenir sur les jets privés, j'ai l'impression qu'il faut avoir un peu un regard géographique sur cette question, car c'est vrai, Paris, Le Havre, mais les mots républicains finalement rappellent les États-Unis, donc finalement il y a eu comme une américanisation aussi des moyens. Donc c'est vrai que voilà, 5 km et quelques entre Paris et Le Havre, mais finalement, au niveau symbolique, il y avait un peu cette grandeur, cette cohérence, bien évidemment désastreuse pour d'autres aspects, mais je crois que voilà, c'était un peu comme une machine symbolique qui s'est enclenchée, et on verra en fait s'il va continuer après cette polémique, prendre l'avion. Le mot de la fin, Richard Verly. On pourrait presque revenir à un peu une parabole de football, c'est-à-dire qu'on voit bien que Nicolas Sarkozy va jouer entièrement à l'attaque. En tout cas, hier, c'était flagrant. Il est à l'attaque, il est devant, il veut marquer des buts tout de suite contre François Hollande d'une part, qu'il appelle ce qui, franchement, pour un président de la République en fonction et de la part d'un ancien chef de l'État, est quand même, je trouve, personnellement, assez affligeant. Et d'autre part, un François Hollande qui, lui, va attendre, qui va jouer en défense, qui va attendre la faute. Par ailleurs, il sait qu'il y a un calendrier judiciaire. Nicolas Sarkozy a quelques mésaventures et son parti aussi judiciaire à régler. Tout ça, effectivement, comme le disait Akram, ça risque de nous donner des semaines à venir et des mois assez délétères. Et donc, c'est préoccupant. Un dernier mot sur cette analyse. Si je peux la poursuivre, l'analogie. Souvent, dans une équipe, quand on va apporter un électrochoc, repartir de l'avant, on ne change pas le nom ni le maillot. On change l'entraîneur ou les joueurs. Justement, regardez, c'est un dessin signé Carac, où l'on voit un certain Nicolas Sarkozy qui donne son petit conseil à Monsieur Blatter, changer de nom. Voilà pour on passe aux autres dessins. Cette fois-ci, ce sont les dessins de Dilemme, évidemment, pour clore cette émission comme on le fait d'habitude. Alors, Dilemme, évidemment, revient sur l'élection du président de la FIFA. Oups, ce n'est pas la bonne enveloppe. Voilà, une enveloppe remplie de billets. Toujours la FIFA qui a inspiré Dilemme cette semaine. La FIFA lave son linge sale en famille. Voici les habits de la FIFA vus par Dilemme, des maillots qui pourraient plutôt se retrouver derrière les barreaux. C'est plutôt la tenue que l'on connaît. Et puis, autre dessin, du coup, la actualité politique autour du thème les Républicains. L'UMP devient les Républicains. Et vous, c'est toujours Nicolas Sarkozy ou vous préférez Paul Bismuth? Paul Bismuth, si on se souvient bien, c'était le nom de Nicolas, le pseudo utilisé dans un certain fichier. Pour louer un téléphone portable, je pense, afin de ne pas être écouté sur l'autre téléphone portable. Oula, oui, ça devient très compliqué. En tout cas, pour l'instant, c'est encore Nicolas Sarkozy. Et puis, Dilemme a été inspiré par ce qui fait le buzz depuis hier, la liste noire de Poutine qui scandalise l'Europe. Désolé, je n'ai plus de polonium. Oui, avec des figures françaises qui figurent donc sur cette liste. On pense à qui? Cohn-Bendit ou encore BHL, Akram, la liste noire de Poutine. Oui, ceux qui en France sont bien décidés à pointer du doigt la Russie pour son rôle, en tout cas pour ce qu'elle fait en Ukraine. Une petite revanche, un petit tacle de Vladimir Poutine aux Français, à ses opposants. Allez, un tout dernier dessin avant de nous quitter. Sur le Brexit, on en parle avec cette tournée de David Cameron, le Premier ministre
anglais qui a fait la tournée en Europe cette semaine. Le Brexit, Merkel et Hollande imposent des lignes rouges. Moi aussi, nous dit la reine d'Angleterre, avec évidemment ce magnifique drapeau anglais. Voilà, c'est la fin de Kiosque. Merci à vous tous d'y avoir participé. Excellente suite de programmes sur TV5 Monde et à la semaine prochaine.